Faites-vous dans la nostalgie? Êtes-vous des nostalgiques? Êtes-vous le genre à contempler le passé? Un après-midi comme ça, à contempler le passé, le temps qui file? Êtes-vous comme ça? Oui, mais étonnamment, j'étais plus nostalgique plus jeune. C'est c'est bizarre, ça. Ouais. T'avais moins de raisons. Ouais. T'avais moins de stock de matériel à nostalgie. Je me souviens que quand j'allais faire du ski, puis que je voyais le soleil se coucher vers 4h, 4h30, puis que la journée se terminait, j'avais comme une espèce de petit blues. Ça, c'est plus du romantisme. de me dire, un bon moment qui vient de se terminer, qui s'échappe déjà. Mais est-ce que de l'extérieur de ma pas... Et là, aujourd'hui, t'es un peu comme un genre de sans-pitié. Pas beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, non. J'ai une amie qui m'a déjà catalogué comme étant un stoïque. Oui, impitoyable. Presque. J'irais pas jusque-là. Presque sociopathe. Presque, oui, c'est ça. Marc-Antoine est très sympathique. C'est un cas en psychiatrie. Non, mais je suis pas sûr que ce soit de la nostalgie, ce que tu viens de raconter. C'est plus de la mélancolie, peut-être? Oui. Ou peut-être. De trouver que les journées... Non, mais vous avez-vous regardé le match Caroline J'en ai regardé Colorado? Des petits bouts. Non, mais moi aussi. Non, j'ai pas regardé en entier. Là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça que tu allais nous demander? C'est le genre d'affaire qui suscite de la nostalgie. J'allais à la pêche aux bonnes anecdotes, mais je trouve presque que c'est un manque de respect, moi. Moi, j'ai haï ça. C'est un petit peu danser sur la tombe de quelqu'un. Ben oui, c'est ça. C'est se réjouir, là, dire « Regardez, on porte votre beau chandail, vous en avez toujours pas d'équipe 30 ans plus tard. » Non, moi, j'ai vu même une publication sur un réseau social quelconque de la NHL, un compte officiel, écrire un truc avec une photo d'un joueur de l'Avalanche avec le chandail des Nordiques, puis écrire un truc du genre... C'était tellement un beau chandail ou une affaire de même, je suis comme aïe, c'est exagéré. Non, il y a une bonne métaphore, mais je réussis pas à la faire, mais il y a une bonne métaphore à faire avec ton ex. C'est comme si ton ex venait vivre chez vous une semaine ou une affaire de même. Elle n'est pas bonne, là, ma métaphore. Mais vous verrez. C'est ton ex de cégep, là, parce que ça fait 30 ans. Même plus que ça. C'est ta première blonde là, dans mon celle du primaire. Ouais. Oui, bien, quand je te disais que c'est comme aller danser sur la tombe de quelqu'un, c'est dans Seinfeld, OK? Il y a très longtemps, dans Seinfeld, à un moment donné, il y avait un épisode où il disait que dans le fond, les gens appuient des chandails. C'est-à-dire que tu t'identifies à une équipe, puis un joueur peut jouer pour une autre équipe, tu fais bouh, il vient jouer pour ton équipe, il enfile ton chandail, puis tu l'applaudis du jour au lendemain. Fait que, évidemment, c'était très réducteur. Mais dans ce cas-ci, le chandail veut dire tellement au niveau de l'identification que 30 ans après, c'est pas parce que l'Avalanche du Colorado a les droits, la propriété du merch des Nordiques que ça va nécessairement... Que c'est une bonne idée parce que c'est censé interpeller qui? La série mondiale va commencer bientôt, puis les Blue Jays de Toronto ont réussi au fil du temps à gagner des fans des Expos qui sont en manque de baseball. C'est pas les Nationals de Washington qui ont récupéré les fans du Canadien, les fans des Expos. Alors, de la même manière, là, à Québec, à mesure que le temps passe, il y a de plus en plus de gens qui sont des fans du Canadien. Je pense pas qu'au début, peut-être qu'il y a des fans des Nordiques qui ont migré, qui ont maintenu un intérêt pour l'Avalanche du Colorado, mais 30 ans après... Même Régis Labombe. Il reste juste un chandail. Fait que, en même temps, tu mets deux équipes qui font la même initiative en même temps. Moi, écoute, je regardais ça puis je me disais, où est Stu Gavin puis où est Paul Gillis? J'attendais un beau moment. Mais c'était effectivement bizarre parce que les couleurs sont plus vives aussi là, sur nos écrans. C'était comme regarder quelque chose du passé, mais en moderne. En 4K. C'est comme les couleurs étaient vraiment... ça allait plus vite, hein? Ça allait plus vite, Ça interpelle les consommateurs, là. Ce n'est que ça. Mais qui? Le chandail des Nordiques est encore un chandail vraiment vendu et très populaire là, pour les amateurs de hockey. Voilà. Peu importe la raison. Donc, c'est juste une façon de faire plus d'argent, là. Les gens qui s'ennuient des Nordiques à Québec, ils ont déjà leur merch, puis...
leur chandail, leur casquette, leur jacket, etc. Donc, c'est pas nécessairement eux autres qu'on va aller chercher. C'est juste à travers la Ligue nationale. Oh, c'est un beau chandail. Atlanta. C'est le chandail alternatif. Ouais. Ben écoute, tu parles de chandail alternatif. La fois où ils ont fait là, ce qu'ils appelaient les reverse rétro, où ils ont conçu des chandails rétro, mais bon, il y a eu toutes sortes de mélanges historiques qui ont été faits. Le Wild du Minnesota qui est allé chercher des couleurs des North Stars, jaune et vert des North Stars. Beau. C'est magnifique. Puis à ce moment-là... Oui, il était super. Magnifique. C'était vraiment un beau chandail. C'était un circuit en dehors du parc. OK. Et celui de l'Avalanche aussi. Celui de l'Avalanche avec le fleur de lys. Mais aux couleurs Bourgogne. Exact. Ça aussi, c'était très beau. Très bien réussi. Voilà. Finalement, on a les mêmes goûts. Puis Gascon, il finit mes phrases. Maintenant. Bon, mais c'est parce que sinon, je parlerai pas. Ben, tu peux finir les phrases d'Alex. C'est lui qui a de la misère à les terminer. C'est lui qui a besoin d'aide. C'est vrai mais que... aidez-le! Je t'écoutais dans le dernier balado, puis je me rappelle plus c'est à quel segment, mais j'étais là, voyons! Finis là ta phrase! Non. Je te dis! Non. Oui, je me suis fait cette réflexion-là. Vous savez, moi, mon chanteur préféré, c'est Grand Corps Malade. Non, je savais pas. Non, c'est pas vrai. Mais il y a une phrase magnifique sur la nostalgie, où il dit « C'est la fiancée des bons souvenirs qu'on éclaire à la bougie. » C'est beau, ça. C'est bien, hein? Ouais. Et apparemment que ça a joué au Colorado hier, à l'entraque. Encore malade, dans le tapis. Oui, là-bas. Au Ball Arena. Big body sick. Bon, est-ce que ça te convient, tout ça? Ça me convient. Alors, merci d'avoir été là. Toi, es-tu nostalgique? Et on se retrouve beaucoup. Oui, tu t'ennuies de la nostalgie. Ça, l'affaire. Je contemple souvent le passé. Et, et plus je vieillis, plus j'en ai. Pire c'est. Donc, plus tu as du passé. Je contemple. Oui. C'est une autre phrase que tu finiras pas. Qui me donne de la difficulté. Écoute, avant qu'on commence le balado, on nommait des groupes comme Possession Simple et Parfait Salaud, mais je vais te citer Vilain Pingouin. Où sont les belles années? Ouais. Tu vois, ça c'est de la nostalgie. Elles sont... T'entends le train, ça fait ding, 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 ding. Il y en a derrière, mais il y en a devant aussi. Okay. Pendant ce temps dans l'Ouest, du travail pour la Ligue et les anomalies du classement, c'est tellement hockey, épisode 434. Attention avec vos deux journalistes affectés aux affaires du hockey. Martin profite d'une petite journée. Et Gascon, qui est là pour une deuxième fois cette semaine, disait avant qu'on enregistre... J'ai un respect renouvelé. C'est beaucoup de travail. Deux balados, c'est ça. C'est pour ça que des fois, il y a des phrases qui restent inachevées. Ah, mais je parlais pas pour toi, là. C'est ça. Moi, je suis pas là, moi. Je suis pas là deux fois par semaine. Martin. Alexandre Gascon et Marc-Antoine Godin. Messieurs, allô. Bonjour. Ça promet d'être structuré. Ça va être, soyez attentifs parce que ça va être facile de perdre le fil. Je m'appelle Alexandre Coupal. Vraiment, ça dépend comment tu vois ça. C'est sûr c'est facile d'être frustré du résultat, puis de tout ce qui s'est passé. C'est sûr, comme équipe, qu'on contrôle nos émotions, ça c'est sûr. Là, mais c'est sûr, les Oilers, ils ont gagné sur le tableau à soir, ils nous ont pas battus. J'espère juste que, comme nous autres, on fait les entraîneurs, puis on regarde des vidéos pour essayer de s'améliorer. J'espère que la Ligue va faire le même processus. Martin Saint-Louis, après la défaite contre les Oilers jeudi soir, quelle jolie façon de dire que les arbitres, c'était moyen. Non, mais avouez que c'est une bonne, ça. Oui. C'est bien dit. C'est habile. C'est très, très habile. Toi qui s'insurgeais par le passé de l'expression de Martin qui disait on a perdu au tableau, mais on n'a pas été battu. Là, j'imagine que... Mais tu vois, cette fois-ci, tu t'es rallié. Comme le chandail auquel tu faisais référence, là, qui change, le joueur change. Enfin, je t'écoutais, là, mais j'ai pas tout compris. Je t'écoutais pas tellement. Cette expression-là, dans le contexte actuel, elle n'a pas la même signification que quand c'était pas important de gagner. Non? Hein? Martin disait ça souvent il y a 2 ans, là, quand clairement on prenait pas des décisions pour gagner des matchs. Oui, je comprends. L'expression n'avait pas le même sens, je trouve, qu'en ce moment. Parce que hier, c'est vrai Hier, c'était vrai. En fait. Hier, c'est ça. Hier, c'était vrai. Pas que c'était pas vrai avant, mais parfois, c'était pas pareil. Parfois, c'était pas vrai. Ils étaient la meilleure équipe, puis ils ont perdu à cause des arbitres. C'est ça qu'il dit. C'est ça. Mais j'ai rarement vu...
d'une même voix, là, les joueurs et un entraîneur, toute la gang, vraiment à renvoyer la faute sur le dos des arbitres comme ça. Là. Il y avait énormément de frustration dans l'air. Ouais. Caulfield, Gallagher, tous à leur façon. Anderson, sur le coup. Sur le coup. Oui, sur le coup. Mais on n'en a pas entendu d'écho par la suite. Là. J'imagine qu'ils étaient... Ils ont peut-être préféré Mais on a entendu une porte qui claque là, dans l'extrait. C'était lui. Ouais. Puis c'est vrai, jusqu'à un certain point, ça demeure que tu ne peux pas. Tu te dois. Tu peux pas prendre cette punition-là à 5-4 quand les Oilers réduisent l'écart. Il reste 7-8 minutes dans le match. Tu es encore en contrôle, tu es en avance, tu as un but d'avance. Alors, oui, la frustration, c'est compréhensible. Oui, il y a des coups que les Oilers ont donnés qui n'ont pas été punis et inversement des pénalités que le Canadien a reçues qu'il ne méritait pas. Mais j'ai trouvé ça décevant aussi de la part d'un gars comme Anderson, qui a 31 ans, qui est un vétéran, qui a énormément de vécu. Tu t'attends pas à ce que ça vienne de lui. Tu t'attends peut-être à ce que Arbor Xhekaj perde les pédales ou un autre, là, mais pas nécessairement de sa part. Puis jusqu'où il est allé, on le saura probablement pas, là, ce qui a fait en sorte que l'arbitre s'est senti tellement, je sais pas, attaqué, humilié. Faisons juste un petit état des lieux, là. Quand les Oilers ont marqué en avantage numérique le 4e but, Anderson a fait quelque chose qu'on n'a pas bien vu à la télé et dont on ne connaît pas les détails, mais qui lui a valu une pénalité tout de suite après. Puis la presse rapportait qu'il avait dégagé la rondelle à l'autre bout du territoire avec frustration. Ça, on le voit à la mais qu'après, il est allé applaudir l'arbitre avec son bâton. Ça, je ne l'avais pas vu. Ça sonne comme de quoi qui mérite c'est sûr que c'est visible pour tout le monde qui est dans l'amphithéâtre et ça ne fait pas bien paraître l'officiel, on s'entend. Est-ce que ça a été suffisant pour que l'arbitre le chasse? Peut-être. Est-ce qu'il est allé plus loin? Peut-être aussi. Dans un cas comme dans l'autre, il y a un mea culpa à faire parce qu'il l'a vraiment échappé. Puis on comprend plus facilement que cette frustration-là s'empare de toi quand le but que tu viens d'accorder donne l'avance à l'autre équipe ou crée l'égalité. Mais là, ils sont encore en avance, puis il reste peu de temps au match. Et à 5 contre 5, ils dominent les Oilers, ou du moins, ils ont le haut du pavé. Alors... Mais cette frustration-là, par exemple, c'est souvent une accumulation. Il n'y a pas un moment où finalement tu vas perdre les pédales parce qu'il y a eu une décision contre laquelle tu t'insurges. C'est que souvent, il y a un build-up au fur et à mesure que le match avance puis les joueurs deviennent à fleur de peau. Ça peut être des pénalités qui n'ont pas été appelées, qui n'ont pas été décernées contre les Oilers. Ça peut être la pénalité de Slavkovski qui est, semble-t-il, aussi à la source de la frustration du Canadien. Et mais dans ce cas-ci, moi, généralement, là, je ne suis pas du type à embarquer dans ce narratif-là, les arbitres, etc. Tu sais, c'est comme... Ça fait partie... C'est ça. La Ligue s'en fout. Exact. Non, mais c'est vrai, ça. La Ligue s'en fout, continue. Alors, il faut que peu importe, là, même si tu navigues à contre-courant, parfois, certains soirs, avec des arbitres qui coopèrent pas, quand les fans du Canadien aiment bien casser du sucre sur le dos de Chris Lee, entre autres, mais des gars comme ça. Mais sauf que dans le cas qui nous préoccupe, c'est que ça devient extrêmement délicat parce qu'il s'agit des Oilers d'Edmonton, puis eux, leur pain et leur beurre, c'est l'avantage numérique. Ils n'ont pas besoin d'aide, nous a dit Brendan Gallagher hier. Non, c'est ça. Alors, tu mets les deux pieds dans le piège d'Arnard à ours. C'est ça. Quand tu... Mais l'arbitre n'a pas à juger de ça en fonction du fait que les Oilers ont un bon avantage numérique ou pas. Là. Une punition, c'est une punition, puis on s'entend que... Oui, c'est pas à l'arbitre de juger, sauf que je trouve que le contexte qui fait en sorte que ça... on explique la défaite du Canadien de cette manière-là, c'est parce que c'est vraiment de cette... Quand je dis qu'ils ont... on comprend que leur arme de prédilection, c'est McDavid puis Draisaitl, même à 5 contre 5. Sauf que ils sont allés chercher du momentum qu'ils ont finalement gardé, puis le Canadien complètement s'est vidé de son air. Et tout le monde en est conscient. Fait que c'est dommage. Puis l'autre affaire que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'on regarde toutes les pénalités qui ont été décernées dans ce match-là, à l'exception de Slavkovski, c'est tous des joueurs qui jouent en infériorité numérique. Ça aussi, ça fait mal. Parce que Matheson a écopé 2 pénalités, Carrier également. Puis là, à l'heure actuelle, le Canadien, en l'absence de Kaden Gooley, fonctionne à 3 défenseurs. Il y en a qui jouent 2 minutes au complet. Puis sinon, il y a une rotation, mais Matheson, souvent, va jouer 2 minutes au complet. Fait que là, Carrier et Dobson ont écoulé une pénalité
les 2 minutes au complet pendant que Matheson était au cachot. Mais sauf que quand tu sollicites beaucoup les mêmes éléments en infériorité numérique, puis c'est eux qui se retrouvent au banc des pénalités, c'est problématique. Je m'éloigne un petit peu, mais je trouvais quand même que ça aussi, ça avait eu une incidence sur le cours du match. Oui, puis Jacky avait joué un petit peu en désavantage à Calgary mercredi, puis hier 15 secondes. Donc, autrement dit, pas du tout. C'est un problème pour les Canadiens. Ouais, ça fait partie de l'équation. Cela dit, un tel niveau de frustration, comme tu dis, Marc-Antoine, c'est ça, je pense pas que c'est un événement, là, c'est pas un incident ou une pénalité donnée aux Canadiens ou un appel manqué contre les Oilers qui engendre, enfin, j'imagine, ce niveau-là de frustration. Reste que, tu t'affrontes les finalistes de la Coupe Stanley. Tu parais bien, là. Ça allait très, très bien, là. C'est beaucoup de frustration là, dans un contexte qui était quand même là, pas si fâchant, il me semble. Mais peut-être ce qui a fait en sorte que la marmite, le couvercle de la marmite a sauté, c'est que Gallagher a expliqué après que l'arbitre lui-même était venu lui admettre son erreur dans le cas de la punition du Slavkovski. Alors j'imagine qu'un peu tout le monde à ce moment-là s'attendait à ce qu'on rééquilibre. Pas supposé faire ça, on s'entend, mais c'est une réalité du sport professionnel. Et de la vie. Et de la vie. Ça arrive, on a l'impression qu'on est allé trop loin dans une direction, on va essayer de compenser. Alors, j'ai l'impression qu'un peu tout le monde s'attendait à ce que le Canadien ait le bénéfice du doute, à tout le moins, jusqu'à la fin de la 3e période, après cette pénalité fantôme-là. Et même sur cet avantage numérique-là des Oilers qui n'a pas marqué, là, parce que la punition de Slavkovski était la 3e, puis c'est sur la 4e et 5e qui ont inscrit les buts. Josh Anderson a reçu un double échec et le joueur des Oilers, qui en était coupable de ce geste-là, aurait très bien pu être puni. Il ne l'a pas été aussi. Alors, comme Godini disait, c'est une accumulation de petits trucs. Ça demeure que Gallagher et Anderson et Matheson et peu importe auraient peut-être dû ou tenter de calmer la température de l'eau parce que là, on sentait là, que ça commençait à chauffer. Des petits bouillons. D'un autre côté, l'arbitre aurait très bien pu donner un 10 minutes pour mauvaise conduite antisportive à Josh Anderson. Puis à ce moment-là, son match est terminé. Mais le Canadien ne se retrouve pas en infériorité numérique, n'a pas à se défendre à court d'un homme. Ça aurait été une autre possibilité. T'sais. Alors, je pense que c'est vraiment... Tout a convergé. Toutes les décisions qui ont été prises ont été en défaveur du Canadien à un point tel qu'ils ont l'impression que c'est à cause de ça qu'ils ont perdu le match. C'est vrai jusqu'à un certain point. Ils ont une part de responsabilité là-dedans. Puis hier soir, ils ne l'ont pas accepté. On peut le comprendre, ça venait d'arriver. Quand il y a... Tu sais, souvent, quand il y a 2 matchs en 2 soirs, on évoque la fatigue physique à un moment donné, puis on dit soit que en début de match, le deuxième jour, en début de match, les jambes sont plus lourdes puis ça prend du temps à retrouver son rythme. Ou bien, à un moment donné, en 3e période, tu manques d'essence. Les deux se valent. Là. Mais je me pose la question de savoir, étant donné que ces gars-là, c'est des Formule 1, puis qu'ils sont capables de jouer 2 matchs en 2 soirs, si dans le fond, c'est pas à un moment donné la fatigue mentale qui te piège davantage que la fatigue physique. Puis à un moment donné, ton niveau de concentration, ta patience, ton niveau de résilience, ce sont ces choses-là qui, à un moment donné, te rendent plus vulnérable. T'es plus susceptible. Oui. Moins patient. Quand t'es fatigué. Moins de bonne humeur. On vit ça tous les jours. Tous les jours. Avec la marmaille. Tous les jours. Oui. Non, mais c'est tout à fait pertinent. Bon, une affaire, parce que on oublie que ça allait pas si bien. Là aussi, il a fallu à un moment donné que Caulfield en marque 2 dans un battement d'ailes de papillon pour que le Canadien se remette au pointage. Et moi, une constante, puis j'en ai parlé précédemment depuis le début de la saison, mais c'est une équipe, c'est pas la même équipe là, que à pareille date l'an passé, évidemment. 5 nouveaux joueurs. Je parlais du Canadien. Oui, c'est ça. OK. Non, mais je veux dire, dans la façon dont elle se déploie sur la patinoire, très souvent, c'est le Canadien qui contrôle le jeu. On passe de longs moments en zone adverse. Sauf en 2e, là, récemment, là, mais peu de temps dans sa zone. Mais, quand tu regardes le pointage, c'est souvent juste 1-0. Mm-hmm. Il y a comme un petit instinct qui manque ou une petite... Et si en première période, ils avaient été davantage opportunistes, ben c'est une autre histoire. Mais je parle pas juste du match de Calgary, jeudi même chose. contre Edmonton.
depuis le début de l'année, c'est beaucoup comme ça. Bien, Caulfield, ça a vraiment été payant, ces 2 buts rapides, parce que jusque-là, Calvin Pickard donnait de très longs retours. Puis, tu sais, le Canadien avait des chances. Là. C'est pas comme s'il se butait à un gardien de but qui était intraitable. À la limite, Dustin Wolf était bien meilleur la veille. Tu sais. Ouais. Alors, Pickard distribuait de longs retours. Il y avait de belles occasions pour le Canadien. C'est vrai qu'il crée plus d'opportunités que ce dont il profite réellement. Ou qui est capable de convertir vraiment en chances dangereuses, en tirs dangereux. Puis ça, c'est une constante, mais sauf que j'ai quand même aimé la façon dont ils ont terminé la deuxième période. C'est que d'une part, ils ont réussi à capitaliser puis enfin se montrer opportunistes. Puis on a senti également que même s'il y a eu un creux de vague en milieu de deuxième période, dans les premières minutes de la deuxième puis dans les dernières minutes, c'est comme si les gars se sont dit « Hey, là, on le sait qu'on a des problèmes en deuxième période. Ce soir, ça n'arrive pas. » Et puis, il y a une belle démonstration de caractère à ce niveau-là parce que c'est un piège dans lequel l'équipe est souvent tombée depuis le début de la saison, mais il n'y a rien qui les empêche de s'en sortir. Puis j'ai senti, face aux Oilers, qu'il y avait une réelle volonté. Puis la réalisation aussi que c'est pas un mauvais pli qui est incontournable. C'est tout à fait à leur portée de régler ce problème-là. Ben oui. Puis, ils étaient en voie de le faire. Ça ajoute à la déception du match d'hier. Là, moi, je vois ce que tu as décrit, là, je le vois comme un bon signe parce qu'il y a clairement de la marge de progression là, pour le Canadien. Tout le monde n'est pas à son mieux en ce moment. Ils peuvent faire mieux. Et malgré tout, ils ont remporté 6 de leurs 9 premiers matchs. Puis peut-être que c'est juste une correction assez juste et équitable d'avoir perdu la rencontre d'hier si tu compares ça avec le match arraché au Kraken ou au Prédateur à 10 secondes de la fin. Ouais. Ça va finir par se rattraper. Donc là, ils ont échappé celle-là. Là, tu regardes l'affiche dans l'ensemble. Ouais, c'est assez juste en fonction de comment ils ont joué depuis le début de l'année. Mais c'est une équipe qui régulièrement domine la possession de rondelles là, pour ce qui est des tentatives de tir partagées de part et d'autre, qui souvent a plus de chances de marquer à 5 contre 5 que l'adversaire. Ça, c'est nouveau. C'est pas du tout le cas. Puis l'année dernière, là, dans la fameuse remontée historique. C'était bon. Extraordinaire du Canadien. Vers la fin, là, le mois de mars, les matchs arrachés aux Panthers de la Floride, tout ça. Allez voir les statistiques avancées si ça vous intéresse. Sinon faites-le pas. Mais restez pas là trop longtemps. Et les Canadiens étaient constamment dominés pour ce qui est des buts attendus. Là. Donc, c'est une combinaison de facteurs. Les bonnes performances de Samuel Montembeault. On pourra revenir là-dessus si vous voulez. Sera-t-il question de Samuel Montembeault dans cet épisode? Les bonnes performances de Montembeault qui clairement aidait son équipe là, à rester compétitive. Et le trio de Suzuki, essentiellement, qui a connu une fin de saison extraordinaire, ont fait en sorte que le Canadien a surperformé par rapport à ce qu'il offrait sur la patinoire. Donc, ils n'auraient pas dû se qualifier. C'est vraiment in extremis, par la peau des dents. Alors, ils ont été chanceux. Ben, ça aurait jamais dû arriver. Non, mais c'est arrivé, c'est correct, mais ils ont été chanceux de le faire. Regarde les données pour ce qui est des buts attendus, là. Oui, dans ce sens-là. Dans les 12-15 derniers matchs de la saison, je ne me rappelle plus c'est quoi leur fiche, mais elle est très, très positive. Ils étaient dominés presque systématiquement. Là. Sûrement dans 12 ou 13 matchs sur 15. Donc, c'est génial ce qui leur est arrivé. Clairement, ils ont franchi un cap parce qu'on voit une nouvelle équipe là, en ce début de saison. Il n'y a pas le même personnel non plus. Là, on s'entend. Je pense que la présence de Noah Dobson est venue changer beaucoup de choses dans cette brigade défensive-là, etc. Mais le Canadien joue bien. C'est pas farfelu ce qui lui arrive en ce moment. Et même, il y a de la place à l'amélioration. Il y a place à l'amélioration. Alors, ça ne peut être qu'encourageant. C'est un peu comme l'inverse, dans le fond, parce que ce que j'essayais de dire, c'est que juste en termes de production, parce que les victoires sont là, mais en termes de production, les données suggèrent qu'il devrait marquer plus de buts. Alors que ce que tu viens de raconter, c'est que l'an dernier, en termes de données, il marquait plus de buts que ce que les données suggéraient. Exact. Oui, c'est ça. Je n'ai pas regardé le coefficient de conversion de lancée, mais ça devait être quand même assez élevé. C'est vrai que le trio de Suzuki avait terminé sur une lancée formidable, mais ils ont repris où ils ont laissé cette année. Exact. Même Slavkovski hier qui a pas. Slavkovski, ça fait 4-5 matchs là, que je trouve qu'il a vraiment. Même s'il n'accumule pas les points comme les deux autres, là, il rend le trio très, très efficace, obtient ses chances de marquer. Il comprend là, ce qu'il doit faire. Au niveau cycling, mouvement circulaire en zone, s'installer en zone adverse et s'assurer d'y rester, c'est surtout son travail qui permet ça.
Sur la contre-attaque, en transition, sur le rush, comme ils disent en anglais, c'est peut-être plus l'affaire de Suzuki et Caulfield, mais pour ce qui est de l'attaque, une fois installé en zone, je trouve que le travail de Slafkovský en protection de rondelles, le long des bandes, beaucoup de bonnes passes dans l'enclave pour repérer un coéquipier. C'est vrai qu'il va peut-être finir avec moins de points à la fin de la saison, mais ça... Beaucoup de gens ont critiqué le travail de Slafkovský parce qu'ils attendent du rendement statistique pur et dur. Mais tu ôtes Slafkovský de ce trio-là et tu le remplaces par n'importe qui. Mettons comme Demidov. Même Demidov. Il y a des gens qui rêvent de ça. Ouais, mais est-ce que ce trio-là serait aussi efficace? Il y aurait plus d'habileté fine, mais est-ce que c'est vraiment ce dont Suzuki et Caulfield ont besoin? Déconcentre-le pas. À mon sens, Slafkovský fait un complément. C'est complémentaire. Voilà. Alors, aussi bien, quand tu as une bonne équipe, puis tu as plusieurs bons joueurs, ben assure-toi au moins de pouvoir diversifier ton attaque. Puis tant mieux si Demidov a son propre trio qui l'aide à produire également. C'est ça. Trouvons... c'est les compléments de Demidov qui... mais, tu sais... C'est un pas pire. C'est pas pire. Ça va. Ben, écoute, moi, je m'inquiète beaucoup pour l'hypothèque de Martin. Ça, là, as-tu un coup de fil de la banque? Mardi. Parce que mardi, on repasse l'extrait. Parce que là, ce trio-là, ils toucheront pas, là, je pense. En tout cas, pas à court terme. Là. Non. On sentait que Martin avait hâte de remettre Gallagher avec Evans puis Martin Saint-Louis. Oui, Martin Saint-Louis. Et l'hypothèque de Martin Leclerc. Oui, Leclerc. Oui, parce que l'hypothèque de Martin Saint-Louis. Mais je veux pas son hypothèque, moi, c'est son REER que je veux. Là. Oui, c'est lui qui a dit. Mais c'était habile de sa part. Oui. Moi, je gage toujours mes dettes. Ça veut dire j'ai juste ça. Je te donne mes dettes. Je te gage tout. Ma carte de crédit loadée. Tout ce que j'ai à offrir. Non. Mais c'est ça. Fait que Martin Saint-Louis avait hâte de remettre Gallagher avec Anderson puis Evans pour avoir un trio qui est son trio de momentum, quelque chose, un trio structuré qu'il peut utiliser à gauche, à droite, dans toutes les circonstances. Le trio de Suzuki, il ne veut pas être touché. Et là, il y a deux choses qui l'aident, c'est que d'une part, Laine est blessé. Et l'autre chose, c'est que Newhook, Kapanen puis Demidov, ça fonctionne étonnamment bien. Newhook, tu vois que de match en match, il arrive à trouver son compte. Ce qui est un peu triste, lui, je pense, d'avoir été un peu laissé de côté dans la thématique offensive de cette équipe-là. Tu vas faire de l'infériorité numérique, tu seras plus sur le deuxième avantage, etc. Puis bon... Mais là, il a comme trouvé un équilibre entre le travail défensif qui lui est mandaté, puis le fait à égalité numérique, d'être capable de générer de l'attaque. Puis c'est le fun parce qu'il le fait avec une recrue qui est tout à fait sensationnelle. Deux recrues. Mon gag, c'est j'ai ici parlé de Oliver Kapanen. C'est ça. C'est bon. On a brûlé ton punch. Non, mais c'est correct. Mais Kapanen est étonnamment... joue avec une telle maturité, c'est étonnant. Oliver Kapanen, c'est... Est-ce que c'est la réalité? On joue à réalité ou irréalité? Ben, c'est la réalité du joueur qu'il est. Ce qui n'est pas réel, c'est la quantité de buts. Non, parce que son taux de conversion est comme à 40 C'est ça. Mais ça, c'est correct. Il ne marquera pas 40 buts cette saison. C'est ça, on s'attend pas à ça. Mais il est extrêmement efficace, puis je pense que ça peut perdurer. Mais pour que ce soit... À moins de s'appeler Alexandre Coupal, la maturité ne quitte pas en vieillissant. Moi, c'est ça. C'est inversement. J'étais un enfant très mature. Ouais. Ah oui? Oui. Moi, j'étais très sérieux. Mais la réalité... le Benjamin Button de la maturité. Exactement. Mais dans le cas de Kapanen, non, c'est ça. Je pense pas que c'est un marqueur de 40 buts, mais est-ce un joueur offensif? Est-ce un joueur de deuxième trio? En tout cas, pour l'instant, c'est un parfait joueur de troisième trio, ce qui est déjà une belle victoire. Puis après ça, l'avenir nous le dira. Martin Saint-Louis te répondrait, je sais pas. C'est pour ça qu'il n'est pas sur ce plateau. Oui, ça sert à rien de fixer des limites, puis de projeter et essayer de nommer le potentiel d'un joueur. Aussi jeune. Ce qui est clair, c'est que Martin Saint-Louis aime beaucoup Oliver Kapanen. Beaucoup. Puis c'est drôle parce que quand on compare ça, tu sais, Owen Beck et Kapanen ont eu des camps similaires, je pense, en termes... ils étaient les deux... En termes d'efficacité. Kapanen a bien fini, là. C'est ça. Qui était toujours un meilleur signe. Beck a bien commencé, l'autre a bien fini. C'était mieux bien finir. Oui. On s'entend. Mais c'était pas clair là, que
la disparité entre les deux joueurs était si grande, alors que là, depuis le début de la saison, il n'y a pas photo. Non. Ouais. Pour revenir au pourcentage de tirs, le Canadien est 5e dans la Ligue en ce moment, convertit 11,67 % de ses tirs, ce qui est... C'est possible de maintenir ça. Il y a les Highlanders là, qui sont probablement un petit peu au-dessus en ce moment à 13,6. C'est l'équipe qui en convertit. Tu nous dis ça pour illustrer que... Ben, tantôt, Marc-Antoine a ça, c'est 5 contre 5 ou toute situation? Là? C'est 5 contre 5. Okay. Ouais. Tu dis ça pour te rendre intéressant. Oui, exact. Okay. Ben, c'est pas parce mal que tout ce que je fais. Pas... Non, mais tantôt, Marc-Antoine il a touché. C'est correct. L'arbitre avait le choix de donner un 2 ou un 10. Il donne un 2. Je pense que on ne lui donnait rien. C'était la seule manière qu'ils sont venus dans le match. On a joué notre match le plus complet là, quand tu penses à 5 contre 5. Là. Mais c'est ça, tu donnes ces avantages numériques-là. C'est après l'un, après l'autre. Ça, c'est pas facile pour nos joueurs. Puis... Mais honnêtement, c'est sûr, le résultat est décevant, mais je suis vraiment content qu'on a joué à soir. Mais oui! Puis il fallait... c'est ça, là. Faut pas être fâché. Faut pas être fâché. Ça va être... honnêtement, ce genre de choses-là, c'est vite oublié. Ben, quand t'as l'impression d'avoir perdu un match à cause des arbitres, puis le soir, t'es furieux. Les arbitres, là, ils dorment là-dessus. Aujourd'hui, le vendredi, ils ont congé. Ils rejouent samedi. Rendu à samedi, là, c'est oublié. C'est derrière eux. C'est pas quelque chose qui traîne comme leurs ennuis, leur façon de jouer. En ce moment, leur façon de jouer est assez cohérente. Ça a de l'allure. Ouais. Ça a bien de l'allure. Est-ce qu'on parle... Est-ce qu'on en parle? Ben oui. Est-ce qu'on en faut en parler? Faut en parler. Faut en parler. Ouais. Est-il en train de se sortir de l'équipe canadienne? Ben là, commençons là. Ben oui, commençons là. Rachat de contrat. Non, commençons là. Devrait-on racheter le contrat de Samuel Montembeault? Jack, ça sera ça le titre de l'épisode. C'est ça. Combien ça coûte? On le rachète, là. On ouvre les circuits. Je vais le regarder. On ouvre les circuits. T'as pas aimé ma prémisse? Non, mais c'est correct. Moi, je vais le dire, puis on va... la conversation débutera après. Je l'ai, je pense, évoqué un peu mardi. Je trouve qu'on était... Quand je dis on, là, je parle les décisions là, qui ont été prises pour son... Hein? Cette phrase-là... Là, on l'a jinxé un peu. Là, s'en va. Il y a les yips. Cette phrase-là. les yips de finir ses phrases. Cette phrase-là, elle est morte de nez. Ouais. Je l'ai évoqué un peu mardi. Je trouve que l'utilisation de Montembeault, ça manquait un peu de respect. Pas de respect, là. Puis, c'est ça. Pourquoi il jouait pas? Pourquoi il n'a pas joué contre les Flames et qu'il joue contre les Oilers? Puis, écoute, c'est pas le responsable hier, mais malheureusement, ça a pas été... Il n'a pas joué les héros. Il aurait pu jouer les héros. Tu sais, le but, le dernier là, de Pod. Oui. S'il l'arrête, s'il joue les héros, puis c'est bien. C'est pas arrivé. Mais quand on est comme dans un engrenage où est-ce que les événements, les événements l'aident pas, là. Effectivement. Fait que c'est... Point. Alinéa. Ben, c'est vrai. C'est pas seulement le dernier arrêt. Je pense qu'avant même le 6e but des Oilers, on pouvait conclure que Montembeault n'avait pas un gros match. Là. Il n'y a pas tant de buts qu'il aurait... Il aurait pu faire un arrêt extraordinaire, mais... C'est ça. Il aurait pu empêcher un but. C'est ça. Quand jouer les héros, c'est ça que je voulais dire. Oui. Mais j'ai de la misère à Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a des buts, c'est pas pour rien que la statistique des buts attendus existe. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu puisses arrêter plus que les buts auxquels tout le monde s'attend que tu les arrêtes. Il y a de la... Écoute, il y a de la... C'est contagieux. C'est bien, il y a de la syntaxe. C'est superbe. Oui, mais... Écoute, dans le cas de Montembeault, ce qui est frappant, c'est que, rappelons-nous à l'époque où Jake Allen et lui se partageaient le filet du Canadien, Jake Allen, même quand il était dépassé en termes de performance par Montembeault, ça a été très long avant que Martin Saint-Louis décide de transférer des départs vers Montembeault. Je pense qu'il y a même eu une blessure qui a un peu provoqué ça. Mais ça, je pense que ça démontre à quel point le Canadien en tant qu'équipe a fait du chemin parce que, quoi qu'en dise Martin Saint-Louis, je crois que l'importance des points aujourd'hui, les victoires au classement,
l'incidence des victoires et des défaites est plus grande aujourd'hui qu'à l'époque de Allen et Montembeault. Absolument. De sorte que si on s'attend à ce que Montembeault ait le même bénéfice du doute que celui dont a profité Jake Allen il y a quelques années, il ne l'aura pas. Ouais. Puis il va y avoir... Mais... On va y aller avec celui qui va donner la meilleure chance de victoire. Puis c'est plate à dire, mais en ce moment, il y a tellement un gros écart de performance, de tenue devant le filet, de niveau de confiance que tu dégages auprès de tes coéquipiers. C'est plate pour Montembeault, puis je m'attends à ce qu'ils prennent les bouchées doubles puis qu'ils reviennent plus fort puis qu'ils maintiennent son statut numéro 1. Mais à un moment donné, il faut qu'il soit challengé. Je pense que c'est tout à fait honnête et parfois peut-être nécessaire que le gardien de but dise « Attends une seconde, là, t'es numéro 1, mais ne prends pas tout pour acquis. » T'es numéro 1, mais tu joueras pas plus que l'autre. Non, mais c'est un peu ça. Moi, je suis entièrement d'accord. C'est juste que la laisse était courte, là. Autant Allen, puis t'as raison, c'est une autre époque, là. Mais les gars, avouez que ça n'a pas été long, là. Je te rejoins un peu parce que si Martin Saint-Louis va choisir ses gardiens en fonction de ses chances de victoire, là, pour accumuler des points le plus possible, ce qui est bien, c'est certainement vrai. Je pense que ce qu'il l'est aussi, c'est que Samuel Montembeault ne jouit pas du même statut dans sa tête à Saint-Louis que celui qu'avait Allen à l'époque, par exemple. Oui, mais j'aime pas cette comparaison-là parce que c'était tellement du temps de Allen, fallait pas trop gagner, là. Kent Hughes l'a dit comme ça, là. Non, Martin Saint-Louis ne gérait pas ça comme ça. C'est une différence entre Hughes, entre le DG et le coach. OK. Mais quand même, c'est vrai que c'est pas long parce que mais son statut de gardien numéro 1 à Samuel Montembeault n'est pas coulé dans le ciment. Et là, non. C'est ce qu'on voit. Là. Il y a beau avoir... C'est pas une opinion. Non, ça se vérifie là, dans son utilisation. Il y a beau avoir connu une excellente saison l'année dernière, parmi les meilleurs gardiens de la Ligue et tout. C'était une saison. C'est la première fois qu'on lui donnait une aussi grande charge de travail. Et là, il s'est établi pour la première fois, je pense, comme le numéro 1. En début de saison, ils lui ont donné l'occasion. Ouais. Il est arrivé avec le statut de ça va être toi le numéro 1, à toi de nous démontrer que tu en es capable. Et c'est ce qu'il a fait. Et là, on pensait, du moins, il semblait avoir consolidé un peu sa place. Je suis pas sûr qu'elle soit coulée dans le béton tant que ça, à la place de Samuel Montembeault comme numéro 1. Il y a Jakub Dobeš, il y a éventuellement Jacob Fowler. Et puis là, c'est vrai que ça n'a pas été long. On lui a pas donné l'occasion de se remettre. C'est ça. OK? Puis c'est le match... C'est quoi, là? C'est le match de samedi, c'était contre les... En fait, on parle du match contre Buffalo. Il aurait dû jouer... Contre Buffalo, c'était Dobeš. Oui. C'est ça. Il aurait dû jouer mardi. Dobeš a joué 2 matchs lundi. C'est ça, lundi, exactement. C'est ce match-là, normalement. C'est ça. Quand ton gardien numéro 1, qui est... disons, c'était bizarre. Assumé, confirmé, ben, tu lui donnes 2 jours plus tard, tu lui donnes l'occasion de se remettre d'une mauvaise performance. Et dans bien d'autres équipes, c'est ça qui serait produit. Là, tout de suite, on l'a mis de côté en disant Dobeš est meilleur depuis le début de la saison. C'est à lui. Ça a été une bonne décision. Il a été encore une fois très solide. Ils ont gagné. Mm-hmm. Et c'est là qu'on a vu... c'est ça, qu'on voit que c'est pas si solide. La hiérarchie n'est pas claire. Mais il y a aussi le fait que je pense que l'opinion de l'entraîneur des gardiens, Rick Raymond, joue pour beaucoup là-dedans parce que Martin Saint-Louis a beau prendre des décisions finales à savoir qui va garder les buts. Je pense qu'il se tourne vers son entraîneur des gardiens pour un peu avoir le pouls de la situation. Puis Montembeault, je suis pas sûr qu'il y a eu un camp d'entraînement dominant non plus. Non. Ça ne date pas du dernier match. Je pense qu'il y a un effet d'accumulation au quotidien. Tu vois, il est pas aussi solide dans l'ensemble qu'il ne l'était l'année dernière. Et dans ce cas-ci, je trouve ça intéressant que Dobeš ait eu le départ à Calgary, mais quand il y a 2 matchs en 2 soirs, on pourrait garder les choses de 2 façons. C'est que tu peux dire le premier... Normalement, ton numéro 1 a le premier des 2 matchs parce que c'est le match où tu as le plus de chances de marquer, de chances de gagner, parce que le lendemain, ton équipe va être fatiguée, être plus vulnérable. Ou bien, tu peux dire, mon gardien, dans ce cas-ci, dans le cas de Montembeault,
c'est notre numéro 1. Puis étant donné que l'équipe est plus fatiguée, on a probablement plus besoin d'une grosse performance du gardien de but pour qu'on puisse aller chercher 2 victoires en 48 heures. Fait que la philosophie des gardiens... Non, mais... C'est pas ce qui s'est dit dans le cas de Montembeault et les Oilers. Il s'est pas dit, je vais mettre mon numéro 1, il va me donner une meilleure chance de gagner. Non, je sais, mais sauf que je sais qu'il y a des entraîneurs il y a des 2 écoles. À Laval, à l'époque, Jean-François Hull lui se disait c'est important que j'aille Caden Primo le 2e jour. Des fois, je vais l'utiliser aussi le 1er jour, mais c'est important que je l'aie le 2e jour. On est plus vulnérable. Alors, dans ce cas-ci, je ne sais pas comment ça a été calculé, mais au total, quand tu considères que Dobèche a joué à Buffalo, contre Buffalo, a joué à Calgary, il va certainement jouer à Vancouver ou du moins l'un des 2 prochains matchs, on s'en va tranquillement mais sûrement vers un partage 50-50. Ouais. L'année dernière, Montembeault a été l'un des 4 ou 5 gardiens de but à atteindre le stade des 60 matchs joués, des 60 départs même. Et là, on veut clairement réduire ce nombre-là. Et puis, les performances de Dobèche incitent le Canadien à aller en ce sens-là. Mais là, en ce moment, c'est dur de contredire les décisions du Canadien. Là, Dobèche est 2e dans toute la Ligue pour ce qui est des buts sauvés. Comment on l'avait traduit, ça? Les buts empêchés, les buts... Oui. OK. Alors, il a donné environ 8 buts de moins que ce que les chances de marquer et les statistiques suggéraient. Il est 2e dans la Ligue nationale, puis Montembeault est avant-dernier, 65e sur 66. Il en a donné 6 de plus. Donc, 6 de plus que ce qui est 6 de plus, et l'autre en a sauvé 8 de moins. Il en a donné 8 de moins. Ouais. Ça fait un bon écart, là, quand même. Donc, si tôt en saison. Là. Exact. Après seulement 5 matchs pour Montembeault et 4 pour Dobèche. Là. Donc, c'est une différence énorme. Donc, oui, on risque peut-être plus de se diriger vers un tandem 1A, 1B. Et c'est peut-être plus dans ce contexte-là que Montembeault va bien fonctionner aussi. Là, bien, parce que ils connaissent l'individu, puis peut-être qu'ils ont évalué avec le temps qu'il a besoin d'être un petit peu poussé, puis que si on veut soutirer un maximum de à long terme. Oui, un maximum de rendement, bien, peut-être que s'il se retrouve dans une situation de compétition, bien, ça va le pousser. Tu as des gars qui réagissent bien, d'autres moins. Oui. À l'époque, Yaroslav Halak, Yaroslav Halak, c'était un gardien de but qui, quand il était le second, c'était comme il courait après le petit animal, après l'oiseau, là, puis let's go. Quand il était en pourchasse, il était au sommet de ses capacités. Les moments où il était au sommet. Que ce soit Price ou ailleurs, une fois rendu à Saint-Louis ou ailleurs dans sa carrière, quand on lui a donné le statut de numéro 1, mais là, finalement, ça allait moins bien. Mais, tu sais, c'est parce que... Alors, c'est vraiment... Il y a des gars qui sont au maximum quand ils sont toujours en position où ils sont à la recherche d'un statut supérieur. Mais Montembeault était pas là-dedans l'année dernière. Non. Là. Puis peut-être qu'il ne l'est pas. Peut-être que lui aussi, il est mieux quand il se sent simplement à l'aise, en pas confiance, challengé. Exactement. Ça peut arriver. Oui, mais sauf qu'au quotidien, ils connaissent mieux les cordes qui le font scintiller. C'est la première fois qu'il traverse une période d'adversité importante avec le Canadien quand on pense à ça, parce qu'au début, il n'y avait aucune attente à son endroit. L'équipe était mauvaise, puis on ne s'attendait pas à ce qu'elle gagne non plus. On ne le voulait pas, même, comme tu l'as rappelé, Alex. Donc, il a fait son petit bonhomme de chemin, puis à chaque année, il posait une pierre de plus à l'édifice, il progressait. Ça a été une progression constante pour Montembeault. Là, c'est un vrai gros premier creux de vague avec une option là, en arrière de lui pour prendre la place, alors que l'équipe a des ambitions claires et affichées, connaît un bon début de saison, etc. Donc, c'est vraiment la première... Ça va être intéressant de voir comment il va composer avec ça et comment il va s'en sortir. Ça va nous en dire pas mal sur le gars, je pense, parce que c'est la première fois qu'il vit cette situation-là. Ça faisait pas longtemps qu'on lui avait donné le titre de gardien numéro 1. J'espère qu'il en a profité. Puis on n'est pas loin de lui avoir... Ben, tu as donné un A ou un B, là, je sais pas, là, mais ça reste un. Tu as mis une lettre. Oui, mais ça reste... C'est comme par intérim. Tu as ajouté un petit truc qui fait que c'est plus comme c'était. On semble se diriger effectivement vers un partage plus équilibré, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Il y a pas mal d'équipes qui fonctionnent comme ça aussi. Là. Tu disais seulement 5 gardiens l'an passé qui ont joué plus de 60 matchs?
C'est quand même... Il était dans les 3-4 les plus utilisés. Je pense qu'il y a Vasilevski et Hellebuyck qui sont toujours... C'est une façon de faire d'une autre époque. Ouais. Ben, c'est pas tant... Oui, mais là, on parle pas de 70 non plus. Là. Hein? L'année dernière, regarde bien, en termes de matchs joués, effectivement, ils étaient 5. Vasilevski et Hellebuyck, 63 matchs joués. Montembeault, 62. Ça a été 3e. Hein? Sorokin et Shesterkin, 61. Puis en termes de départ, à ce moment-là, Montembeault est 5e. Encore là, ils sont 5 à avoir 60. Vasilevski, 63 départs. Hellebuyck, 62. Shesterkin, 61. Sorokin, 60. Et Montembeault, 60 aussi. Donc, tu sais, il était... C'est toutes des grosses pointures, ces gardiens-là. Là. Ouais. Et clairement, des numéros 1 clairement établis auxquels on n'ajoute pas de petites lettres. Non. Après. Sauf que là... Tu nous as lancé sur... En fait, c'est toi qui voulais nous lancer sur l'équipe j'allais dire, canadienne. j'ai fait un peu d'enflure pour commencer le segment en disant est-il en train de se sortir de l'équipe canadienne? Ah oui, j'oubliais. Il y avait un peu d'exagération là-dedans, mais pas tant que ça non plus, parce que la période d'évaluation est très courte, puis ils vont beaucoup, beaucoup miser sur le début de saison, parce qu'il y a quand même de l'incertitude, particulièrement devant le filet. Ce qui l'aide peut-être en ce moment, c'est qu'il n'y a aucun gardien canadien qui est parti avec le ballon, là. Donc ça, c'est sûr que ça, par défaut, ça fait en sorte qu'il est peut-être dans la course. C'est peut-être pas une bonne nouvelle pour l'équipe olympique. Le Canada, mais il n'y aura pas beaucoup de temps pour se faire valoir, surtout là s'il obtient moins de départs qu'anticipé. Il doit avoir 13 matchs en novembre environ, s'il en joue 6. Je veux dire, il n'y aura pas énormément de temps pour se replacer. Là. Et les performances, à part pour les joueurs dont on sait qu'ils y seront. Il y a les 6 qui ont été nommés, mais il y en a 4, 5, 6 autres. Des valeurs sûres. Ce sont des valeurs sûres, c'est certain. Mais pour tous les autres, on va vraiment tabler sur ce qu'on va voir dans les premiers mois. Et le départ, en ce moment, est particulièrement important. Ça n'en est pas un bon pour Samuel. C'est dommage. Cela dit, il n'y avait que 3 gardiens au ce qu'il appelait le camp d'orientation d'Équipe Canada à la fin du mois d'août, ce qui, à mon avis, était très étonnant. Mais alors, peut-être... Mais ils sont ouverts. Ils sont ouverts. Ils sont ouverts. Prendre d'autres que ces 3-là. À jongler avec... Oui, c'est sûr. Là, ça serait ridicule de dire non. Ça, c'est terminé. Ouais. Mais là, il y en a un qui a pris sa retraite. L'appel de candidature est terminé. Ouais. Donc, il va falloir qu'il se replace très rapidement parce que c'est le genre de début de saison qui peut te sortir de la course très vite. Et à l'inverse, je pense que Nick Suzuki a de plus en plus une bonne candidature. Ah ouais? Ah, bon, j'aime ça. Ça nous laisse sur une note. Yeah! Oui. Ouais. Veux-tu rebondir? Rebondis. Et même Cole Caulfield, d'ailleurs. Ouais. Ouais, ben c'est ça. C'est parce que là, ils doivent se dire, l'équipe américaine peut-être regarde sa formation puis dit on a beaucoup de force de frappe offensive. On est capable de marquer des buts, mais y en a-tu plusieurs des joueurs qui peuvent marquer des buts comme Cole Caulfield? Peut-être qu'au lieu d'être c'est pas un spécialiste d'avantage numérique, là, on s'entend. Non, c'est ça. Puis honnêtement, défensivement, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça s'en vient beau, son affaire. Je trouve que c'est la qualité de ses replis, la façon dont il vole des rondelles à l'adversaire. Il a fait beaucoup de chemin. Non, mais je voulais juste conclure par rapport à Montembeault que parmi les gardiens canadiens qui ont joué 4 matchs depuis le début, 4 matchs ou plus depuis le début de la saison, lui, il en a joué 5. Il est de loin le dernier, Montembeault, au niveau du taux d'efficacité. Il est à 842. Fait que le gars qui trône au premier rang, c'est Jake Allen. Alors, Jake Allen, gardien partant. Ben, c'est ça, c'est que tu regardes ceux qui s'en tirent le mieux en ce moment. Jake Allen, Tristan Jarry, puis Scott Wedgwood, tu dis, c'est pas exactement ce que tu veux. Il y a Logan Thompson aussi, qui pour une raison que j'ignore, n'est pas exactement dans les meilleures grâces. Non, il l'aime pas beaucoup. On se pose la question depuis les 4 nations. Oui, c'est ça. Alors, on verra s'il change de perspective par rapport à lui ou s'ils maintiennent la ligne dure à l'endroit de Thompson. Mais d'autres gardiens de but qui auraient pu se faire valoir, Mackenzie Blackwood n'a pas joué. Il est blessé. Darcy Kemper, ça va moyen avec les Kings, à l'image de l'équipe. Bennington, c'est moyen. Oui, Aiden Hill est blessé, puis ça allait pas super bien. C'est vrai que Montembeault achète du temps un petit peu par le fait que ses contemporains n'ont pas autant de non, parce que ça ne sera pas Jake Allen, le gardien partant de l'équipe canadienne. L'expérience.
Mais c'était qui déjà aux 4 Nations? Il y avait Montembeault, Bennington et Hayden Hill. Hayden Hill, OK. Qui est blessé. Mais Montembeault, c'est peut-être le parfait 3e aussi, parce qu'on s'entend qu'à moins d'une catastrophe, là, le 3e gardien, il ne verra pas c'est comme ça. une seule seconde tu serais un d'action. bon gestionnaire. C'est comme ça que c'est une bonne façon de voir. Le 3e gardien, c'est le gars pour l'esprit d'équipe. Il est là pour l'esprit d'équipe. Réchauffer une paire de jambières. Il amène, lui, il va pouvoir apporter le pain de banane puis tout ça, là, vu qu'il est réputé pour son amour des collations. De banane. À ne pas confondre avec le pain aux bananes. Moi, chez nous, on a toujours appelé ça le pain de banane. C'est comme ça. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseaux sociaux. Question du public. Question du public. Question du réseau. Question du public. On parlait de nostalgie ça, bon. en ouverture. Ça, là, à chaque fois elle passe, je dis, je me vois là, en décapotable. Moi, les vieilles tounes de mon adolescence. Le crâne. Les cheveux dans le vent. Les vieilles tounes, les vieux films. Quand je fais de la nostalgie, j'ai des cheveux dans le vent. Oui. Okay. Parce que tu as déjà eu des cheveux. Oui, je suis pas né... chauve. Non. Peut-être. C'est un peu ça qui arrive. On est souvent chauve, puis après ça pousse. Puis après, ça retombe, puis là, ça repousse plus. Il y en a de l'information dans ce balado-là, pour vrai. C'est riche. C'est riche. On a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport et du TikTok de Tellement Hockey, quelle est la plus grande anomalie du classement de la LNH en ce début de saison? Et ça sera l'opportunité pour nous de aussi épiloguer sur cette question-là. Mais vous pouvez commencer par réagir aux réponses qu'on a obtenues. Alors, sur le book... Oh! Ça, c'est une bonne réaction, ça. On dirait la foule au Centre Bell quand Ivan Demidov s'empare de la rondelle. Kevin, sur le book, Pittsburgh en haut, Tampa en bas. Personne ne pouvait prédire ça en début d'année. Vous pouvez réagir. Et Kevin est en plein dans le mille. On. C'est sûr. C'est comme si tu avais donné la bonne réponse en premier. C'est ça. C'est voulu. Est-ce que ça va rester comme ça? Non. Mais Tampa, ça revient. Tampa, il y a des gens qui pensent que c'est peut-être le déclin, en tout cas. Mais dernier dans l'association, ce serait étonnant. J'avoue. Mais est-ce qu'il y a... regarde, il y a trop de bons joueurs dans cette équipe-là pour que ça reste de même. Je me demande, par exemple, si Julien Brisebois ne dira pas peut-être que l'époque John Cooper tire à sa fin. Ah, ouais. Je sais pas. Non, je sais pas. Ce qui est problématique, par exemple, c'est que l'état de santé de Vasilevski est de plus en plus vacillant. Et à mesure que les années passent, j'ai l'impression que j'écarterais pas un scénario où Vasilevski a une trajectoire à la Carey Price. Où à un moment donné... c'est drôle, j'ai dit ça hier exactement. Un badaud. Un badaud. Quelqu'un que tu connais pas, qui l'homme de la rue. Non sollicité. Non, mais je jasais de ça, puis j'ai dit exactement ça. Ouais. Ça serait, il a été extrêmement occupé dans sa carrière. Puis là, il a commencé à avoir... Il a été opéré il y a 2 ans. En tout cas, il avait manqué... il a quelques blessures. Une grande partie de la saison. Quand les opérations commencent à se mêler de la partie pour un gardien, des fois, c'est tranquillement le début de la fin. Combien de temps ça va s'étirer, ça varie là, de l'un à l'autre. Mais je suis assez d'accord avec Marc-Antoine qu'à 34-35 ans, il est rendu à quoi, Vasilevski? 31-32, là, j'imagine? Ça se peut que ça soit pas si... on verra, on va pas lui souhaiter de malheur, là, pauvre petit. Mais il a beaucoup donné. Il a 31 ans. Là. Écoute, Tampa a perdu contre les Blackhawks de Chicago hier à domicile. Ça fait mal. Là. Ça fait mal. Fait que là, ils ont une seule victoire en 7 matchs. Je suis abasourdi. À la limite, ça me surprend plus que les Pingouins, parce que les Pingouins sont dans un état d'esprit où tout le monde s'attendait à ce qu'on finisse dans la cave. On va vous le montrer. À commencer par le 87, qui assurément, lui, est là pour... Ça, c'est constant. C'est constant. Ça n'en ira pas nulle part, le 87. Est-ce qu'ils vont être capables... Non, au train où ça va, non. Ils sont en train de tout nous ruiner notre projet. Oui. Mais je pense qu'ils vont manquer de souffle à un moment donné, les Pingouins, mais ça ne
dépendra pas juste d'eux. Il va falloir aussi qu'il y ait des équipes dans la section métropolitaine qui leur poussent dans le dos. Et en ce moment, c'est pas le cas, là. Parce que les Rangers, ce n'est guère plus convaincant que l'année dernière. Non. Les Flyers, je m'attendais dès le départ à ce qu'ils finissent derrière Pittsburgh. Il y a Columbus. Moi, j'attends toujours. J'ai l'impression que Columbus devrait être une meilleure équipe que ça. Ouais. Alors, on verra bien. On poursuit. Donc, on vous demandait quelle est la plus grande anomalie au classement de la LNH sur le book, toujours. Gilles, Montréal premier, Détroit deuxième. Détroit a un début de saison étonnant aussi. Oui. Puis, fini. Oui. C'est... Emmett. Ouais, il n'était pas sur le radar. Non. On a beaucoup parlé Sur le radar de grand monde. de l'Isère-Plan. Oui. Et on se demandait, coudon, là, on pensait que c'était... on voulait ajouter de la jeunesse, là, on a ajouté beaucoup d'expérience, mais ce fini-là incarne un peu je ne sais pas si c'est pérenne, là, mais Emmett Fini, donc, qui joue sur le premier trio, là, je vais le nommer, puis qui est-il le premier marqueur chez les recrues? En tout cas, il est dans le... Il y a 7 points en 8 matchs, ça va bien, ces affaires. Ça va bien, ces Demidov affaires. aussi à 7 points, je pense. Demidov est à 6, si je ne m'abuse. Mais il y a des contrats de commandite qui s'ajoutent à chaque cabotine. 6, oui. Mais tu regardes l'alignement puis, des Red Wings, puis tu fais OK, un jeune là, il y a un jeune là, il y a un jeune là. Tu sais, est-ce que l'Isère-Plan commencerait à prendre forme? C'est pas une équipe qui m'emballe tant que ça. Mais quand on regarde... c'est vrai qu'avec Axel Sandin-Pellikka qui a débarqué cette année, ils ont quand même 3 défenseurs jeunes, repêchés, développés par l'organisation, membres du top 4. Oui, puis Edvinson est en train de bien se développer. Oui, c'est ça. Il leur donne du bon parlais. hockey. Là. Sider, Edvinson et Sandin-Pellikka. Ouais. Donc, c'est pas une équipe à laquelle je crois énormément. Un peu comme je vous écoutais la semaine dernière, puis tu parlais de ce produit presque fini que sont les Sénateurs d'Ottawa. Ouais. Puis du fait qu'il n'y a pas énormément de marge de manœuvre encore. Les Wings ne sont pas exactement au même endroit, mais je me demande s'il y en a assez, s'il y a assez de munitions dans ce qu'ils ont fait et reconstruit pour arriver éventuellement à la terre promise. T'sais. Ça me semble un peu mince. Peut-être que je me trompe. Ils ont un bon début de saison, tant mieux. Mais c'est encore une équipe... C'est pas farfelu, là, ce que tu dis. Non, c'est encore une équipe un peu... drôlement construite là, entre ces vétérans, puis bon. Ben, je pense que là où ça... C'est probablement qu'une part de leur succès actuel, c'est que Todd McLellan, c'est un entraîneur-chef qui est reconnu pour apporter une structure défensive à cette équipe-là. Puis il y a des matchs où ils ont été des paniers percés quand même. Il y a des matchs où ça débordait. C'est difficile encore au plan défensif pour les Red Wings, mais sauf que s'ils viennent à bout de se doter d'une structure défensive, je pense que c'est de cette manière-là qu'ils peuvent le mieux s'en sortir parce que c'est pas clair qu'ils vont trouver dans cette organisation-là, dans ces jeunes-là, un joueur qui va être meilleur que Dylan Larkin. Je pense que pour qu'il passe à une autre étape, il faut qu'il trouve des joueurs qui vont être meilleurs que Dylan Larkin. Est-ce que ça va être Lucas Raymond? Ben, tu ne seras pas dans le même rôle, en tout cas. Tu ne seras pas dans le même rôle, sauf que ça prend quelqu'un qui... Tu sais, ça va être qui la locomotive? T'sais? Je pense que idéalement, ils auraient besoin, en attaque, de meilleures locomotives que Larkin, qui est au demeurant un très, très bon joueur. Ouais, on ne se trompera pas. C'est vraiment tout un joueur, Larkin. C'est un peu essolé. Ben, il l'a été longtemps, mais là, il arrive à 29 ans, puis il est là depuis longtemps, il leur rend de fiers services depuis longtemps, mais les Red Wings ont quand même fait du surplace. Fait que là, il faut que les jeunes prennent le relais. En défense, j'ai l'impression que, justement, avec ces trois-là, Sider, Sandin-Pellikka et Edvinson, c'est bien. C'est bien. Mais en attaque, c'est plus confus. D'accord. Sur le Gram, maintenant, anomalie au classement. Il y a Marco qui dit le début de saison surprenant des Devils. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais c'est vrai que c'est les un début de saison. On n'en parle jamais non plus. Ouais. Mais c'est les Whalers. Ouais, c'est pas surprenant. Ils se déguisent. Qu'il soit positif, non, mais c'est peut-être la manière. Ouais. Mais à chaque fois, quand Isher puis Hughes sont dans la formation en même temps, qu'il n'y en a pas un des deux qui est blessé, c'est une bonne équipe. C'est juste que la moitié du temps, il y en a un des deux qui n'est pas là. Ouais. Puis là, on voit tout de suite la différence quand c'est le cas.
Toujours sur le gram, monstre de Chila. Pour M. Leclerc, c'est sans aucun doute le fait que Kapanen est le meneur des buts chez les recrues. Pour lui et pour plusieurs. Même pour moi, qui l'a pris en affection. Je trouve ça étonnant. Monique, la sous-performance des Sénateurs et du Lightning. Ça, c'est sur Instagram toujours. Sinon, sur YouTube, Étienne, irréalité, Tampa Bay perdurera au bas du classement. Réalité, c'est le début du déclin de l'Empire floridien. Donc, ça inclut les Panthers. Les Red Wings, qu'est-ce qu'ils font en haut du classement? Ça, c'est Carl sur le TOC. Et voilà, c'est complet. Est-ce que vous autres, il y a d'autres anomalies? Moi, je pense que c'est vraiment ça, là. Ben, Chicago, qui quand même est allé chercher 10 points en 8 matchs, là. 4-2-2. Ils ont quand même battu le Lightning. Tu sais, sont moins loin qu'ils étaient avant. Le Kraken aussi a un début de saison étonnant, mais ça ne durera pas, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a des affaires, c'est ça, là, qui... Eux autres sont plates. Oui. Sérieux, là. Ben, ils font avec ce qu'ils font avec les moyens du bord, on s'entend. Oui, mais tu sais, les Golden Knights de Vegas, quand ils sont arrivés dans la Ligue, ils avaient un plan. Ils se sont dit, tu sais, on va gagner tout de suite, on va regarder on va aller chercher des bons joueurs au repêchage d'expansion. On va payer, puis let's go. Ils ont mis en application un plan immédiat. Puis, je regarde le Kraken de Seattle, je me dis, c'est quoi exactement leur plan? Parce que, manifestement, c'était pas de dire, nous, on va prendre notre temps, on va être pas chaud au début, mais regardez bien avec nos choix au repêchage comment on va aller récolter la prochaine génération. C'était ça le plan, je pense. On dirait que la deuxième année est venue bousiller ou brouiller tout ça. Là, quand ils se sont qualifiés, ont battu l'Avalanche au premier tour. Mais il me semble que c'était ça le plan. Ils n'ont pas bénéficié des mêmes conditions favorables non plus. Non, je veux bien, mais sauf que j'ai l'impression qu'ils ont... C'est comme si là, ils avaient identifié... Nous, on va être une équipe de ventre mou. Et ils ont des... ils ont fait des choix qui sont largement dépendants des statistiques avancées. Ils ont un des plus gros départements de statistiques avancées de la Ligue. Puis peut-être que... Ils ont voulu explorer des inefficacités du marché puis tenter des paris avec certains joueurs qui avaient été laissés pour compte, quoi que ce soit. Mais c'était ça Vegas aussi au départ, là. Ouais, après, c'est devenu la destination de tous les grands noms de la Ligue nationale, mais au départ, c'était un collectif. Les Misfits, là. Ouais. C'est un collectif de joueurs un peu oubliés. Non, mais il y a aussi eu, parce que corrigez-moi si je me trompe, c'était les mêmes conditions. C'est les mêmes conditions, mais les directeurs généraux ne se sont pas fait avoir deux fois. Mais c'est ça. C'est lors du repêchage d'expansion de Vegas, c'est comme si tout le monde, soudainement, ça devenait tellement important de garder ton 7e défenseur que tu étais prêt à donner un ailier qui allait devenir Jonathan Marchessault, puis un choix de première ronde. Ils ont soutiré aux Panthers de la Floride, les Golden Knights, Riley Smith et Jonathan Marchessault, qui ont formé les deux alliés de premier trio. C'était quoi donc? C'était pour protéger... C'était-tu Alex Petrovic? Je pense que oui. C'était pas perdre Alex Petrovic parce que de mémoire, ils sont allés avec la formule 7 patineurs, 7 attaquants, 3 défenseurs. Puis là, ils voulaient garder Alex Petrovic, qui était peut-être le 4e à ce moment-là. Et pour pas prendre Alex Petrovic, ils ont dit, je sais plus lequel, mais on va vous donner Marchessault, par exemple, pour que vous ne preniez pas Petrovic. Puis là, avec votre autre choix, faites ce que vous voulez. Là, ils ont pris Riley Smith. Donc, et un peu la même chose avec Columbus aussi. Là. Columbus voulait s'assurer qu'ils prennent William Karlsson. Et ils leur ont donné un choix, me semble, c'est soit un choix de deuxième tour, ça doit être un choix de deuxième tour, probablement pas de premier, mais en tout cas, ils leur ont donné quand même un haut choix pour dire, prenez lui, prenez-en pas un autre, prenez lui. C'est devenu... Donc, ces 3 gars-là ont formé le premier trio à la première année. L'ambiance avait changé. Oui, 4 ans plus tard, on était prêts. Ils ont dit, là, regarde, prenez qui vous prend, qu'est-ce que tu veux, je vais m'arranger. C'est ça. Je vais m'arranger après. Exactement. Nous sommes arrivés à la fin. Messieurs. Et c'est triste. Es-tu nostalgique de l'épisode je me rappelle du début de l'épisode, quand je n'étais pas capable de terminer mes phrases. Puis regarde aujourd'hui. T'étais plus jeune. Ben oui. T'étais tout petit. Le chemin parcouru. T'avais des cheveux, je pense. Quand on a commencé l'épisode. Ouais. N'empêche. C'était la belle époque. C'était le bon temps. C'était le bon temps.
Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey, mais Marc-Antoine Godin aussi. Comment vous faites? On se partage. On se donne la touch. Comment vous faites? Avez-vous des souvenirs de l'Ouest? Quand vous regardez le Canadien dans l'Ouest, est-ce que ça vous rappelle la fois là, au Steakhouse où il restait plus de pommes de terre Monte-Carlo? Puis que là, il a fallu manger une salade. On m'avait pas apporté la bonne cuisson. Ils avaient oublié. Ouais. Moi, je suis allé dans l'Ouest canadien l'année passée, fait que ça fait pas si longtemps. C'est le fameux voyage où tout de suite au retour des Quatre Nations, là, à la date limite des transactions, quand le Canadien quand on parlait Nick d'échanger Suzuki avait Mike dit Matheson, Kent Hughes, Jake Evans. On parlait pas nous, là, mais dans l'ambiance. Oui, c'est ça. Fait que... C'est drôle. C'est le fun, le voyage dans l'Ouest canadien, par exemple. D'habitude, c'est un voyage que j'apprécie quand j'ai l'occasion de le faire. Ça me donne l'occasion d'aller voir les lapins à Calgary. Parce qu'il y a des lapins qui se promènent en liberté dans le centre-ville de Calgary. C'est assez spécial. C'est comme les écureuils à Montréal. Parce qu'apparemment, que les écureuils à Montréal, c'est une curiosité montréalaise. C'est une curiosité touristique. Non, ça, c'est pour les Français, je me dis. Oui. Merci, les gars. Ça a été un grand plaisir. Ouais. Un grand merci à Jacques-Alexis Bernardin. Alors, je me rappelle quand j'ai connu Jacques-Alexis. Il était tout petit. Qui est le producteur et le réalisateur de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jack. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Okay. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.